T'as choisi quoi? Me renfermer sur Te moi-même. renfermer. Ouais, me renfermer sur moi-même. C'était trop pour moi. Moi, j'aime pas trop ça, moi, tu vois. Sûr, À la c'est- base, même, leur trou, ils posaient sur R&B de rue, à la base. Cet album-là, il te donne une victoire de la musique. Avant, il y avait déjà une catégorie R&B. Non, c'était- ils l'ont créé, Ouais, c'est ce que je me disais. ils l'ont éteinte juste après. Donc, t'es le seul. Ok. Parce que tu jugeais que le nom Matt Pokora, ça nuisait à ton nom Matt Houston. Je savais pas. Ah, ok, Et il est d'accord. venu ici, assis sur mon canapé, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait pour le nom. Je lui dis comment ça, qu'est-ce qu'on fait pour le nom? Bah, qu'est-ce qu'on fait pour Matt? Ouais. Et quand je vois ce man-là arriver en plein milieu à la télé parce qu'il sort d'une télé-réalité et il se permet tout et n'importe quoi, on marche pas sur les souliers, moi. T'as fait le générique, comment on peut dire, incroyable, intemporel de Secret Story. C'était en 2007. Donc le générique que tout le monde a entendu, que tout le monde entend aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait. Sur mon lit d'hôpital. Il y a une vidéo où t'es face caméra, ton téléphone, je pense à cette fille, Ouais. en train de pleurer, mais... Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Matt Houston qu'on vient vous raconter. Générique. I love you, baby. Matt, comment ça va? Eric, bien? Moi, enchanté, je suis bien, je suis venu te voir. Enchanté, merci. On est chez toi, venu, ouais. on s'est Merci. déplacé. Première pour nous de se déplacer, mais franchement, il le fallait. Pour nous, t'es un artiste exceptionnel et il faut que les gens découvrent ton histoire à travers notre émission. Bah, bienvenue, en tout cas, les gars, bienvenue. Ça fait Merci à plaisir. toi. On va commencer tout de suite parce que ta carrière, elle est longue, il y a plein de choses à dire. Déjà, on commence toujours par une question simple. Où es-tu né? Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, une enfance classique. T'as vécu là-bas combien de temps? Je suis arrivé en France, je devais avoir, pour la primaire, 7 ans. 6 7 ans? 7 ans. Dépaysement ou ça allait? Pur dépaysement. Pur Parce que moi, je dépaysement. suis de Sainte-Anne, donc c'est la campagne, quoi. Donc Ouais. là, j'arrive dans le 12e, non, j'ai fait le 15e arrondissement avant, mais on a vite bougé dans le 12e arrondissement, en fait, avec le daron. Ouais. Et donc, bah, ça va, le 12e, c'était cool quand même, parce qu'il y avait le bois de Vincennes à côté, Ouais. la foire du trône qui était là de temps en temps. À l'époque, Ouais. c'était plus safe que maintenant. Ouais, tu m'étonnes. Donc non, c'était un dépaysement, mais ça va, on s'est bien adapté. D'accord. De ce que j'ai entendu, moi je t'ai connu en tant que chanteur de R&B, Ouais. mais on m'a dit que tu as commencé dans la musique, tu rappais. J'ai commencé par le rap, ouais, effectivement, ouais, par le rap, T'avais avec, un groupe. avec Oskill, donc on s'appelait, je sais même plus comment on s'appelait d'ailleurs, mais Ben, donc dédicace à lui, d'ailleurs on se voit ce soir, on est poteaux toujours. Hein, donc, D'accord. ouais, il habite à côté, on est poteaux toujours. Vous étiez un groupe, vous étiez deux seulement, c'est ça? On était deux dans Deux. le groupe, ouais, on était Ok. deux dans le groupe. Ensuite, j'ai fait du zouk, Ouais. ce qui était logique, parce qu'à un moment donné, c'était plus live par contre, hein, D'accord. c'était pas studio, Pas c'était studio, live. c'était- ok. Vraiment que orchestre, tout ça, ça m'a permis d'acquérir une expérience avec justement des vrais instruments de musique, tu vois, tout ça. Ouais. Ensuite, il y a un premier disque qui est sorti en zouk. Ouais. Il a rencontré un public ou c'était Un public local en Guadeloupe, public ouais. local? Donc j'ai fait 2-3 scènes, ça m'a permis de rencontrer Jean-Michel Rotin, avec qui Keisha, ou même Organize, que je connaissais déjà depuis, mais avec qui on a pu D'accord. bosser dans le zouk après. Tu l'as pas sorti ici en France, en métropole, tu l'as sorti là-bas. Ça, je te le dirai pas, pour Ah pas ouais que tu le retrouves. Allez, chercher. Ah ouais, ok. Mais Ok. si, il est sorti, mais c'était une petite sortie, c'était très... D'accord. Ok, là-bas, il a eu son petit succès. Là-bas. Il a son petit succès, je passais sur RFO, sur quelques grosses télés, donc c'est Ok. cool. Et donc de là, on va passer au Matt Houston que tout le monde connaît. D'ailleurs, même pas Matt Houston, Matt. Tu t'appelais au Mais départ. en fait, le zouk était toujours... je faisais toujours du rap en même temps, en fait. Hein. Ça D'accord. veut dire qu'avec Oskill, ensuite, on a intégré le groupe ATK. Ouais, on connaît. On a ATK. intégré le groupe ATK. Ah d'accord, t'étais dans ATK. Voilà. Ok. Mais on n'est pas resté longtemps dans ATK, puisque moi, après, j'ai pris c'est là où je me suis mis en solo, en fait. Ouais. Ouais. T'avais des qualités en tant que rappeur et tout ou... Je pense pas, si j'avais penses- pas la voix pour, D'accord. j'étais plus un bon backer, ouais. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir dans le R&B? Est-ce que tu aurais pu aller dans le zouk, tu vois? Mais t'es parti dans le R&B, tu vois?
Déjà, j'en écoutais beaucoup du R&B, Ouais. et c'est ce que je trouvais, en fait, ce que je trouvais magique, en fait, cette espèce déjà, je chantais beaucoup, déjà, moi, depuis très petit. Donc, je savais, quoi qu'il arrive, j'allais finir chanteur. Ok. Pas rappeur, Tu chanteur. le savais. Ouais, pas Ok. rappeur, chanteur. Et je trouvais ça beau, en fait, le côté, fallait trouver un mélange de chant et d'urbain. Ok. Et je trouvais que le R&B, c'était vraiment ça qui collait parfaitement, en fait, à ce que je voulais faire par la suite. Ok. Parce que j'ai fait du rap, mais j'en ai pas fait longtemps. Si on peut parler d'imaginer à cette époque-là une perspective de carrière, je me voyais plus être carriériste dans le R&B. R&B. Ouais. Voilà. D'accord. Parce que ça mélangeait les deux. Le côté rue, comme j'ai beaucoup traîné, tout ça, et le côté chant, j'ai mixé les deux, quoi. Ok. Et donc, ton premier album qui s'appelle Mat, Ouais. MA2T, tu le sors dans quelles conditions? C'est de l'auto... Pur R&B. Pur R&B, mais Ouais. autoprod ou maison de disque déjà ou... C'était déjà en maison de disque, c'était déjà chez Universal, en fait. Et comment t'arrives à dealer cet album-là alors que t'as pas de... J'ai rencontré Sanders grâce à Shawire qui était vendeur chez, je me rappelle plus du nom, mais c'était vers Châtelet, tout ça. Ok. Tu vois, moi je travaillais au marché Malik avec Kaloun, Ouais. à Tikaret, en fait. Tu travailles là-bas? Ouais, Vendeur. je travaillais là-bas. Ouais, Ok. ouais, je travaillais là-bas. Et puis ensuite, on s'est mis à traîner avec Shawire, tu vois. Et puis ensuite, il a passé une maquette que j'avais faite à Sanders du groupe Réciproque parce que Shawire bossait Case, du coup l'autre membre du Réciproque. D'accord, ok. C'est tombé dans ses oreilles, il m'a donné rendez-vous et puis la magie elle s'est opérée entre nous, quoi. D'accord. Moi et Sanders, Ok, en fait. D'accord. Donc tu signes pour un album, tu le sors. Comment le public il le reçoit? C'était jeune, c'était encore tout frais. Moi, je connaissais pas la musique, cherchais je un connaissais pas les singles, j'atterrissais dans un milieu. Tu sais, le milieu national, pour moi, je connaissais pas. Ouais. Donc Sanders, il était là parce qu'il avait déjà une grosse expérience du terrain. Ouais. Avec Réciproque, ils avaient fait des singles déjà, beaucoup de plateaux télé, beaucoup de trucs que moi je connaissais pas. D'accord. Donc il me donnait pas mal de directives et on avait un album qui était prêt en 97, après il y a eu la fusion et puis il est sorti en 99. Ouais. Mais on n'avait pas vraiment de single, on avait plus des maxi, c'était plus le terre-terre là, tu vois. C'est dans cet album où t'as le single, enfin le morceau avec Mathieu. Avec Dave Bond, pardon. ouais, c'est dans cet album-là, mais on l'a exploité bien après en fait. Ouais, d'accord, ok. Moi, 7-8 mois après, en fait. On a beaucoup bossé le côté crédible, donc urbain, Ouais. tu vois. Faire des tapes, des mixtapes, tu vois, des petits trucs comme ça, des feats avec Driver, Eben, quelque chose vraiment pour crédibiliser le boog, tu vois. Parce que je voulais, parce que c'est des gens que je connaissais, tu vois, mais Driver, c'est pas mon producteur qui l'a appelé. C'est moi qui ai appelé Driver, c'est moi qui ai appelé Eben, tu vois. Ouais. Donc j'avais besoin de ce côté rue autour de moi aussi pour pouvoir penser carrière en fait. D'accord. Voilà. Toi, tu pensais pas au R&B un peu mielleux, tu vois, tu voulais dans tes textes quand même. Pas que mielleux, Ouais, mais moi comme je viens du côté urbain, fallait que mes textes, il y avait toujours le côté cul, il y avait toujours le côté love. Ouais. Mais fallait des thèmes. Ce qu'il y avait beaucoup dans le rap à l'époque. Aujourd'hui, non, il n'y a plus de thèmes. C'est très ego trip, tu vois. Mais à l'époque, tu avais besoin, si tu voulais être respecté par le Peura, d'amener certains thèmes, en fait. Ouais. Donc, comme dans le premier album, il y a Dans la peau d'un bandit, où je raconte un peu l'histoire d'un mec qui est incarcéré. Ouais. Bon, voilà, ça s'est jamais fait dans le R&B. Il y avait un morceau sur le sida qui s'appelle Je veux la lumière dans ce premier album, tu vois, où je parle carrément d'un mec qui est atteint du sida. Donc ça, j'avais besoin de thèmes, tu vois, ce que les autres dans le R&B ne faisaient pas. Ils parlaient que de love. D'accord. Ok. Et après, on passe à ton deuxième album, c'est ça? Et R&B de R&B de rue, qui a grave marché. Sur celui-là, on va s'arrêter un peu plus longtemps. R&B de rue, est-ce que tu le fais avec les mêmes producteurs? Coucou papa. C'est notre gars qui est là. R&B de rue, est-ce que tu le fais avec les mêmes producteurs, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire Sanders C'est toujours Sanders, c'est toujours mon producteur exécutif. Ouais. Ok. Moi, j'ai tout composé depuis. J'ai composé tout mon premier album. Ouais. Et tout mon deuxième album. D'accord. Voilà. Ok. Donc, j'ai toujours été plus compositeur que chanteur, en vrai. Donc, tu avais l'écriture et les instrus. Et les instrus, ouais. Toutes les instrus. Des fois, la coécriture avec Sanders, des fois, ouais. D'accord.
Mais pas Ok. sur R&B de rue, plus sur le premier album. Et c'était quoi la stratégie Encore le premier album, tu nous expliquais la stratégie. Ouais. Rap, tout ça, arriver et s'imposer un peu. Dans le deuxième album, c'était quoi votre stratégie? Vous vous êtes dit quoi? Cette fois-ci, on va plus miser sur les singles, parce qu'il y en a eu. On va en parler. C'est en fait le premier single du premier album, donc avec Def Bond, Ouais. qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait. Parce que c'est celui-là qui a fonctionné, en fait. Qui a fonctionné. Il y avait aussi un peu le titre que j'avais fait avec La Brigade, Ah oui. qui commençait à prendre un peu sur Ado FM. Ouais. Le single avec Def, par contre, lui, était sur les 3 réseaux, en fait. T'avais Energy, Sky et aussi Fun Radio qui jouait le jeu, tu vois. D'accord. Donc ça m'a permis quand même d'acquérir une certaine notoriété. Donc là, tu sors un peu moins de l'underground et tu commences à te concentrer sur qu'est-ce qu'est un single, pourquoi c'est celui-là qu'on a exploité. Et à D'accord. l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de sons club. Ouais. Quand je dis club, c'est up tempo. Ouais. C'était beaucoup Poetic Lover, beaucoup des trucs slow, en fait. Hein, des trucs slow. Et donc, nous, on a décidé dans cette stratégie-là, après avoir vu le succès de Def Bond, de rester dans du club, dans du up-tempo avec Sanders. D'accord. D'où R&B de rue. Et là, on parle pas du texte même, mais on parle vraiment de la cadence du beat qui est très dansante, en fait. Ouais, vous vous êtes dit, il faut un morceau calibré pour les boîtes Faut un morceau calibré et pour les boîtes et pour les radios. et pour les radios. Et donc là, R&B Russe, c'est le premier single. Exactement. C'est Ouais. le premier single. Non, c'est Cybersex, le premier single, qui est très club aussi. Mais c'est vrai que quand... D'accord. mais Cybersex est sorti en radio rapidement. Je construisais encore l'album, donc R&B de rue, ouais. j'étais en train de le faire, en fait. Quand Cybersex il sort, Quand Cybersex passe un peu en radio, ouais, ok, R&B de rue n'existe pas encore. R&B n'existe pas. Pas totalement, en tout cas. D'accord. L'instru est déjà là, mais j'ai pas kické dessus encore. C'est ouf ça. Donc, je kick R&B de rue, et là, on sent qu'il faut squeezer Cybersex. Tu le sens direct quand le Ouais, morceau est mais fini. nous, on le sent tous, en fait. C'est-à-dire qu'on D'accord. fait même venir des gens au studio qui te donnent un peu leur avis, tu sais, comme des sessions d'écoute, quoi, tu vois. Ouais. Et là, c'est... Et c'était sûr que c'était celui-là, et on a squeezé l'autre. En plus, à cette époque-là, je bossais beaucoup avec Cost et Goldfinger de Double Face. Ouais. Et on a mis une double stratégie en place, en fait, de mettre R&B de rue aussi dans Double Face 3. Ok. Double Face 3, ouais, c'est Double Face 3. De Double Face 3, et moi aussi d'exploiter en single Matthew Stone as artiste solo, R&B de rue. Donc, tu as eu 2 stratégies complètement différentes. Ah, donc il était partout le morceau. en Il gros. était et chez les DJ, parce que les DJ, comme je l'ai toujours dit, c'était super important pour nous de les avoir à l'époque, tu vois. Ouais. Pour le R&B français, parce C'est que vrai. c'est eux qui passent tes sons en club, c'est eux qui défendent ton track, tu vois. Donc on avait cette perspective-là avec DJ Cost et Goldfinger, qui travaillait beaucoup les clubs, qui avait une émission chez Sky, comme Cut Killer l'avait, et qui passait aussi des sons. Et nous, de l'autre côté, nous, on travaillait plus tout ce qui était radio, tout ce qui était développement, en fait. Mais même si le son, il est club, il a grave marché, dans le texte, on a l'impression que si on écoute bien le texte, pas que tu as des comptes à régler, mais il est pas léger, le texte. C'est du Peura. C'est du rap chanté, en fait. tu C'est vois. du Peura. Ouais, c'est ça. Mais en fait, dans le texte, tu as besoin de prouver que on peut faire du R&B et être hip-hop, et d'être comme vous, en fait. Et d'être comme vous, ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on t'a fait le reproche Plus d'une fois. plus d'une fois, ouais. Tu sais, quand on t'appelle New Jack, quand on te... D'accord. New Jack, c'est très péjoratif comme terme, Ouais, en fait. je vois ce que tu veux Surtout dire. en France. Aux États-Unis, ils s'en foutent parce que la New Jack a une vraie identité culturelle, tu vois. Mais ici, New Jack, pour eux, c'est péjoratif, Ouais, complètement. Tu vois, je vois. puis même quand on t'appelle que pour faire des chœurs et des trucs comme ça, à un moment donné, bon, ça saoule, tu vois. Donc j'ai juste, dit ce que j'avais à dire, tout simplement, en fait. À l'époque, il y avait les singles qui sortaient. Donc, ce single, je crois, il fait 10 de platine. Ou pas loin de double 10 de platine. Je sais même plus, mais il est à plus d'1 million, en tout cas. Ah ouais, bon, alors... Ouais, il a plus d'1 million de singles. Et donc, du coup, tu te dis quoi quand R&B de rue arrive? Tout le monde change, le succès arrive, Ouais. les fans, les groupies. Toi, Matt, qui est plutôt discret et tout, tu te sens comment, là? Tu kiffes, tu t'apprends, Ben, je découvre. tu découvres. Donc au début, tu kiffes, les gens ils t'aiment et tout. C'est ce qu'on veut au départ, on veut tout ça au départ. Au début, les gens ils t'aiment, c'est cool. Ouais, Et puis après, selon la personnalité du boug,
Ouais. C'est où tu deviens une star et tu fais tous les plateaux télé et tu fais tous les trucs, ou t'es discret et puis tu te renfermes un peu sur toi-même. Et t'as choisi quoi? Me renfermer sur Tu t'es moi-même. renfermé. Ouais, me renfermer sur moi-même, c'était trop pour moi. Moi, j'aime pas trop ça, moi, tu vois. D'accord. Le côté faire des photos et des trucs. Mes couilles, moi, c'est pas mes trucs. Moi, On avait reçu Mathéos qui travaillait avec toi. Ouais. Il nous racontait un peu comment lui, il avait vécu ça. Et il a dit c'était incroyable. Le raz-de-marée inimaginable. Bah écoute, moi, je vais le vivre sûrement différemment que Mathéos, puisque lui, il le voit d'un œil extérieur, donc il va le voir beaucoup plus réel, beaucoup plus vrai que son œil est plus vrai que le mien. Ouais. Moi, c'est un ressenti. Lui, c'est une analyse, en fait. D'accord. Donc, je pense que ce qu'il te dit, c'est vrai. Hein. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'on ressentait quand tu nous en parlais. Ce qu'il te dit, c'est vrai. Et là, cet album-là, donc du coup, il y a un morceau aussi que... Bah, tu me parlais des storytelling que tu avais fait dans le premier album. Là, Ouais. tu as fait la même chose avec Dans la peau d'un dealer. En fait, dans la peau d'un dealer, c'est la suite de Dans la peau d'un bandit. D'accord, en fait. ok. Voilà, donc dans la peau d'un dealer, pareil, bah, je raconte la vie d'un dealer de son lever à son coucher, quoi. Et c'est vrai que c'était pas commun, ça se faisait un peu en rap, mais en R&B, C'était inexistant. Inexistant. C'est ce morceau-là que j'ai préféré. T'as eu une victoire de la musique aussi. Il y en a d'autres après. Ouais. T'as l'homosexualité sur Elle. On n'en parlait pas beaucoup de l'homosexualité à l'époque. C'est vrai. Le prix à payer avec Kaina Samet, où on parle d'inceste carrément, tu vois. Ouais, je m'en rappelle, ouais. C'est des sujets, des beaux thèmes, on parle de R&B là, quoi, Ouais. tu vois. On parle de R&B français surtout, tu vois. C'est vrai. Donc quand tu commences à t'attaquer à des thèmes qui même peuvent être même parfois houleux, Ouais. l'homosexualité, l'inceste, les trucs comme ça peut être houleux. La rue, la drogue, tout ça, c'est commun. Mais quand tu t'attaques à des phénomènes de société, des faits divers, Il y a eu quoi comme retour sur cette thème? des bons retours. Des bons retours. Des bons retours. Des bons retours. D'accord. Pas forcément toujours d'accord avec la façon de faire ou la façon d'écrire. Ouais. Parce que moi, j'ai une écriture un peu simplette quand même. J'aime bien que tout soit clair, en fait, dès que je le chante. Mais sinon, ça a été que des bons retours. D'accord. C'est sur cet album-là qu'il y a aussi Cendrillon du Ghetto. Exactement. Ouais. Celui-là, c'est le morceau avec Lordco. Comment s'est fait la collab? Lordco, c'est la les famille. Antilles, c'est les Antilles, tu vois. D'accord. Donc, Il est venu ça. Et ça, ce morceau-là, tu t'y attendais aussi que ça soit... Parce qu'il a pas mal marché. à la base, même, Lordco, il posait sur R&B Dru, à la base. Ah bon? Ouais. Ah. Il faisait devait quoi, chanter le- sur Ah, R&B Dru. Il avait un couplet sur R&B Dru. D'accord. Finalement, on l'a pas gardé. Et puis, finalement, on trouvait ça plus cool qu'il se retrouve sur un titre un peu plus caraïbéen, du coup. D'accord. Tu vois? Ouais. Donc, Cendrillon, après, il est revenu poser sur Cendrillon du Ghetto. On s'est dit, ouais, effectivement, c'est ça lui va mieux et ça va mieux à moi aussi. Ouais, grave. Bon choix. Mais en tout cas, il a posé sur R&B Dru. Cet album-là, il te donne une victoire de la musique Ouais. en R&B. En C'est la R&B. première fois, là, pour toi, oui. Ouais. Mais avant, il y avait déjà une catégorie R&B. Non, c'était- ils l'ont créé, Ouais, c'est ce que je me ils disais. l'ont éteinte juste après. Donc, t'es seul. C'est pas de ma faute. Hein. Après, il y a eu, après le R&B n'a plus vraiment été ce qu'il était. Il y a eu beaucoup de, comme c'est du chant, ça reste populaire. Ouais. Donc t'as des gens qui se sont glissés là-dedans et qui ont popularisé la chose. Peut-être un peu discrédité aussi, je sais pas trop comment le dire. Et puis après, ils ont abandonné ça, quoi. Après un gros succès comme ça, c'est là que, on va dire, artistiquement, on peut avoir certaines difficultés. Qu'est-ce qu'on fait de mieux après? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la même recette? Est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on a besoin de temps, comme tu disais, pour encaisser tout ça? Ah, Toi, moi déjà, qu'est-ce que t'as fait, toi j'ai bougé de Paris. Je suis parti T'es 2 parti. ans à Marseille. Ouais. Parce que Paris, c'était pas possible. Parce que Paris, c'était trop pas possible, déjà, tu vois. J'avais plus la même vie qu'avant, le côté je vais m'acheter mon queugret, je vais, tu vois. C'était plus possible. C'était plus vivable. Alors qu'à Marseille, j'allais déjà beaucoup à Marseille. La première personne que j'ai rencontrée à Marseille s'appelle Philou, de Radio Star, qui bossait dans une grosse radio à Marseille. Et puis on s'est liés d'amitié, quoi, en fait. Et du coup, bah, à un moment donné, j'y allais de plus en plus. À un moment donné, j'ai dit, je vais pas y aller tous les week-ends, je prends un tenement à part et puis je reste là-bas, quoi. D'accord. Et puis là-bas, c'est pas pareil. Marseille, c'est très familial. T'as pas ce côté fan qui te course dans la rue. T'as pas ce côté-là. Tout le monde se connaît tellement que tout le monde se croise, tout le monde se fait la bise, tout le monde. C'est vraiment familial, Marseille. Il y a pas il y a pas ce problème-là, en fait.
ce problème de starification des artistes, tu vois. T'avais besoin de recul. J'avais besoin de recul, ouais, pour savoir ce que justement j'allais faire après. D'accord. Et c'est là que... C'est à Marseille que tu composes l'album d'après, Chant de bataille. Non, à Marseille, je me suis éclaté à Marseille. Tu t'es éclaté? Je me suis éclaté. J'ai pris vraiment une bonne année et demie à m'éclater. Ensuite, je suis remonté sur Paname parce que pour un mec de Paname, Marseille, c'est un peu les vacances H24, tu vois, et toute l'année. Donc un peu, ça te rend un peu fainéant, tu vois. Ouais. Donc je suis remonté à Paname et là, j'ai décidé de faire totalement différemment Chant de bataille, de faire complètement autre chose. Il y avait Koulou Genja qui était un pote d'enfance qui est de Martinique, tu vois. Et R. Kelly lui-même avait un artiste que je respecte beaucoup et que j'ai beaucoup regardé, beaucoup étudié, beaucoup analysé, que ce soit au niveau musical ou carriériste, tu vois. Et lui-même se tendait déjà vers la dancehall. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, fuck. Je reviens vers mes premiers amours, je reviens au pays, je reviens au dancehall, je reviens à la Caraïbe, je reviens à des trucs comme ça. Et donc j'ai check Koulou et puis on a fait de la musique ensemble. Il était même presque DA sur l'album avec moi. Ouais. Tu vois. Donc l'album, il a donné ce qu'il a donné. Hein. Il n'a pas été très compris dès le départ, mais bon, je pense qu'un album comme ça, c'est cet album-là qui a permis en fait que je puisse continuer une carrière juste derrière, parce qu'il était tellement complexe et difficile à comprendre que beaucoup de gens ont mis du temps à le comprendre. Tu comprends? Donc c'est plus ça le délire. C'est plus ça le délire. Mais sur le long terme, je pense qu'il m'a beaucoup servi. Ouais. Ouais. J'aurais pas eu un Chant de bataille, je pense qu'un positif, il serait passé inaperçu. Tu penses? Ouais, certain même. Parce que ça arrive quand même... Longtemps après. Longtemps après, il y a eu d'autres albums. Ouais, il y a eu d'autres albums. Et c'est là aussi où tu rentres en procès contre M. Pokora. Il n'y a pas eu de procès. Ça a été à l'amiable à un moment donné. Ils n'ont pas le choix. Parce que tu jugeais que le nom Matt Pokora, ça nuisait à ton nom Matt Houston. En fait, c'est de l'ego. C'est du pur ego. Clairement. Clairement du pur ego, dans un sens où c'est un mec avec qui j'ai bossé. Après? Avant. Ah, même avant? Dès qu'il sortait de Link Up, en fait, je devais participer à son album. Ah, je savais pas. Ah, ok, il d'accord. est venu, il s'est assis sur mon canapé, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait pour le nom? Je lui ai dit, comment ça, qu'est-ce qu'on fait pour le nom? Qu'est-ce qu'on fait pour Matt? Je dis, si on bosse ensemble, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Entre-temps, j'ai plus de nouvelles et d'un seul coup, j'allume ma télé. Ouais, envoyez MA2T au 3618 pour avoir le nouveau truc de Matt, la nouvelle solderie de Matt Pokora. J'ai pas été prévenu, moi. D'accord. Donc c'est de l'ego, mais c'est aussi c'est de la saloperie, en fait, si tu regardes bien comment Universal ils ont fonctionné. Parce que Pokora, il était un étage au-dessus à ULM. Ouais. Moi, j'étais à Barclay. Ouais. ULM, ils auraient pu descendre un étage et aller parler à Kayar, qui était boss de chez Barclay à l'époque, pour lui dire, bon, comment on fait? Parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir conflit à un moment donné. Je les avais prévenus. Eux, ils savaient? Ils savaient. Je les avais prévenus. Donc moi, quand ça s'est passé, j'ai dit, puisque vous voulez la jouer comme ça, j'ai pris un avocat, j'ai attaqué mon employeur qui était Barclay, j'ai attaqué ULM. Et M6 aussi, au passage. Ça fait petit regroupé. Voilà. Et puis, à ce moment-là, mon manager, c'était trop compliqué pour lui, il m'a lâché. Ah. Je me suis retrouvé tout seul. Et t'as pas lâché, toi? J'ai pas lâché. J'avais mon avocat avec moi. On est parti en guerre, frère. Et c'est lui qui a lâché, donc vous n'êtes pas allé au bout du... Non, c'était à l'amiable. Il m'a filé un chèque. Ou pas lui, mais il a bien dû le rembourser après, le chèque, je pense, tu vois. Ouais. Il m'a filé un chèque et puis ils ont pété les 40 000 albums où il y avait marqué Matt Pokora. Ils ont refait, Matt Pokora, ils les ont pétés et puis ils en ont refait 40 000 avec M. Pokora. C'est ouf. C'était du pur ego, mais à un moment donné, quand tu vois le détail de ma carrière, avec comment j'y suis arrivé par certains moyens, et quand je vois ce man-là arriver en plein milieu à la télé parce qu'il sort d'une télé-réalité et il se permet tout et n'importe quoi, on ne marche pas sur les souliers, moi. Ah, ok, je vois. Tu vois, on ne peut pas marcher sur les souliers comme ça, on n'a pas été éduqué comme ça. Mais surtout si vous connaissez avant, tu vois, moi... On se connaissait avant, je te dis, il s'est assis sur mon canapé, il a bu un rhum même, je te dis. Ah ouais, d'accord. C'est pas comme si... Il est même venu chez moi, même, à mon domicile. J'habitais à Saint-Maurice avant. C'est pas quelqu'un que je connaissais pas. Donc j'ai trouvé ça un peu tordu. Après, maintenant, je suis content pour lui. Il a une belle carrière, il a eu des beaux trucs et je suis content pour lui. Mais sur ce coup-là, je pouvais pas dire, je laisse passer. Je pouvais pas laisser passer ça, tu vois.
D'accord. Ok. Donc après, qu'est-ce que tu as fait après? Tu as fait l'album Phoenix. Ouais. C'est ça? Mhm. L'album Phoenix. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état d'esprit dans lequel tu étais? C'était un état d'esprit où déjà on sortait de Pokora. Donc ça Voilà, avait déjà foutu déjà. un peu la merde avec la maison de disques. Et à l'arrivée, j'ai dû clairement donner un album pour pouvoir sortir de là. Sortir en de fait. la maison de disques. Voilà. Je dis pas que je l'ai bâclé, mais j'y ai pas mis tout mon amour. C'était un truc vraiment pour que je puisse devenir indépendant et apprendre vraiment le métier. T'es rentré en process avec ta maison de disques par rapport à ça? Il n'y a pas vraiment eu de procès. Ça a procès été, non plus. non, on n'a même pas parlé de procès. C'était avocat vers avocat. Et puis, là, et ça s'est terminé comme ça. Et donc là, tu pars en autoprod. Totalement, ouais. Et on avait eu Olkari avant qui nous avait parlé du moment où il est parti en autoprod. C'était compliqué. Il a appris plein de choses. C'était un peu On est parti quasiment en même temps en autoprod parce que on était dans le même label avec comment il s'appelait leur groupe? Factor X. Ouais. Okay. Mais on était à Barclay dans le même label avec Didier Deshauteurs, Benichou, tous ces gars-là. On était dans le même étage, on était pareil. Donc au même moment, et toi, comment tu l'as vécu? Quasiment au même moment, on s'est séparés de la maison de disques. Et comment toi tu l'as vécu? Tu t'es dit quoi? Encore toi, tu faisais tes sons. Donc tu faisais déjà tes propres instruments, tes propres trucs. Donc toi, ça a été comment? Tu l'as vécu comment ça? Eux, ils avaient quand même Nouvelle Donne toujours qui était là. Ils avaient plus Barclay, mais Nouvelle Donne était toujours là. Blaise était toujours là. Je me rappelle que du nom du frère Kojo. Ouais. Kojo était toujours là, donc je pense qu'ils bossaient encore ensemble avec Kojo. Je sais pas, hein, je vais pas m'affirmer. Non, il nous parle du moment où il a quitté Kojo aussi. Il est rentré en total autoprod. Donc il a quitté Kojo, il a quitté Barclay, en même temps il a quitté Kojo. Je pense, si je me trompe pas. Parce que je connais pas l'historique en fait en du tout cas, truc. je crois que 2000, je sais plus, après Factor X, tout ça, il quitte Kojo, il quitte tout, il rentre dans D'accord, ok. Ça, je savais pas. Et toi, du coup, tu l'as vécu comment l'autoprod? Est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que tu as vu une différence ou est-ce que tu t'es dit, allez, on y va et puis... Je suis ici, j'ai un studio. Ouais. Je dois rien à personne. Il n'y a plus que de l'huile de coude, mon gars. Parce qu'en fait, je te dis ça parce que les artistes, des fois, ils ont pas forcément un ego, mais tu vois, la fame, le public, tout ça. Et après, commencer à passer un peu sous les radars, il y en a que ça a affecté. Tu vois, ça a affecté parce qu'en fait, ils avaient tout à disposition, tout était... D'accord. Est-ce que toi, ça t'a affecté, en gros? Non, pas du tout, parce que je me suis déjà auto-mis undercover avant même de... Tu travaillais déjà comme ça? Ouais, moi, je travaillais déjà dans l'ombre. Après R&B de rue, je m'étais déjà totalement calmé, mis dans l'ombre. Je faisais quasiment plus d'interviews, je faisais quasiment plus de télé, je faisais quasiment plus rien en médias. Donc ça s'est calmé et moi, ça m'a permis de souffler. D'accord. Tu vois? Ok. Mais après Phoenix, quand je suis parti en indépendant, au contraire, il y a tout à faire. Et moi, c'est ça que je kiffais. C'est ça que tu kiffes? Ok, d'accord. C'est ça que je kiffais. Et c'est comme je te dis, c'est que de l'huile de coude. Ouais. J'ai mon studio, je mixe, je m'enregistre. Ouais. Il n'y a plus que du travail à faire, quoi. Et tu faisais encore beaucoup d'instrus pour d'autres parce qu'on sait que t'en as fait... Pas à cette époque-là. Là, quand je suis revenu avec Papa et Bac, donc c'était le premier album solo indépendant. 2010, ça. 2010, quand je suis revenu, là, je me suis vraiment mis totalement dans le bordel et je faisais pas de trucs extérieurs. D'accord. Et t'as changé de style un peu. Là, je crois que cet album-là, il y a Boutichek. Ça... Mais c'est le seul qui est comme ça dans l'album. C'est le seul qui est comme ça. Ok. En fait, c'est le seul qui m'a permis de rebondir sur... des positifs, des trucs que j'avais pas fait avant, en fait, tu vois. Boulichek a été le début, en fait, de ma samba à moi, quoi. Ouais. J'ai été surpris quand j'ai entendu celui-là. J'ai dit, tiens, on te connaissait pas avec cette couleur-là, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'était les débuts de Positif. Et justement, Positif, ce morceau, il arrive dans l'album d'après. Avant de passer à Positif, il faut quand même rappeler que dans la stratégie de Papa et Bac, tout l'album est R&B, sinon. Ok. Et que c'était ni distribué sur iTunes, ni rien du tout. Ça veut dire que on avait un contrat avec La Poste, on a pressé nos disques et on envoyait nous-mêmes nos contrats, nos CD dans la boîte aux lettres de ceux qui les achetaient sur Internet. Ah ouais. On a ouvert un site, il y avait un Pirate Pack où tu pouvais télécharger l'album à 5,99 €. Tu avais le Legal Pack qui était un CD, quoi. Ouais. Et tu avais le VIP Pack où tu me rencontrais, qui était plus cher. Celui-là, il était à 500 balles. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il y avait toute une stratégie marketing derrière, en fait, d'où j'ai pris ça des rockers, en fait. Toi, tout seul, ou tu avais une équipe? On avait, non, tu fais pas ça tout seul. Ouais, on devait être 3 à l'époque à se creuser les ménages, tu vois. Ok.
On devait être 3 à l'époque, ouais, des vrais. Et puis après, quand on est passé en mode fabrication, on était 10 dans le sous-sol à dormir sur des matelas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour empaqueter les trucs. La poste est passée en haut de la baraque tout le temps pour ramasser les albums à envoyer, tu vois. Putain, c'est ouf ça. Donc ça a été vraiment une belle expérience. On n'en a pas vendu beaucoup, mais assez pour rentrer autant d'oseille qu'un Phoenix qui est en maison de disque, quoi. Ouais. Tu rentrais largement dans tes frais. Mais tout ça, même plus. Plus. Ouais. Ok. On a dû en vendre 15 ou 20 000, quoi. D'accord. Et Ce qui est petit, hein, quand même, hein, par rapport à ce que je faisais dans les années précédentes. Mais par contre, tu rentres... Mais j'ai l'impression que, ouais, tu faisais moins de chiffres, mais donc, quand tu parles, t'étais pas plus heureux, mais ça te ressemblait plus un peu. Ça me ressemblait plus, ouais, c'est ça. Largement, ouais. D'accord. Après... Artistiquement aussi, d'ailleurs. Tu fais un peu ce que tu veux. Ouais. T'as plus de compte à rendre à personne. Si t'as pas envie de faire de single, t'en fais pas, quoi. Tu vois. Et surtout après, bah, comme t'as pas la fame d'avant, les gens ils te prennent moins la tête. Ils te prennent moins la tête. Et puis t'as vieilli aussi. Donc Ouais. les gens, quand ils viennent te saluer, c'est « Oh, Matt, j'aime bien ce que tu fais. » Ouais. Donc là, tout est calme, tout est cool, tu vois. Donc, et puis même toi, t'as pris de l'expérience. Et puis bon, bah, j'ai bougé, je suis à la Cambrousse, ça t'apaise aussi, tu vois. Au niveau de la vie, j'ai eu un enfant entre-temps, tu vois, un divorce aussi, une dépression. T'as plein de trucs qui t'arrivent dans ta vie hors de la musique, tu vois. Ça, c'est du quoi? Une dépression, c'est par rapport à la musique aussi? Non, Tout non, est lié? non, c'est Rien mon à voir. divorce, vraiment. D'accord, c'est le divorce, ok. Parce que j'ai divorcé, et puis il est parti en Belgique. Il habite en Belgique, c'est loin quand même. Pour élever un enfant, c'est loin, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est beaucoup de kilomètres. J'ai fait beaucoup de kilomètres pour garder contact avec mon fils, tu vois. Et aujourd'hui, t'as un contact avec lui? Toujours. Toujours. Ouais, toujours. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça fonctionne toujours bien. Entre-temps, j'allais oublier, tu vas me rappeler la date parce que je la sais pas, je l'ai plus en tête exactement. T'as fait le générique, comment on peut dire, incroyable, intemporel de Secret Story. C'était en 2007. 2007, donc c'était entre Phoenix et Papa et Bac. Donc le générique que tout le monde a entendu, que tout le monde entend aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Sur mon lit d'hôpital. J'étais en dépression, je te dis. Ah ouais, et en dépression, je l'ai composé sur mon lit de... J'étais pas interné chez les fous. Ouais, J'étais juste dans une maison de repos, on va dire. Tu ouais. vois, pour me requinquer un peu. Et puis, j'avais mon petit Mac, là, tu vois. Et c'est qui te met sur le plan? Pour l'instant, il n'y a pas de plan. Je fais juste un single. Ah d'accord, c'est même pas prévu. Juste la house, ça marchait. Je me suis dit, bah vas-y, je suis là, je fous rien. Je suis bloqué à l'hosto, frère. Vas-y, je vais faire un petit peu de son. C'était dans GarageBand, à l'époque. D'accord. J'ai fait tout Secret Story dans GarageBand. Ok, d'accord. Attends, tu vas me dire que c'est un son à la base que tu fais, même pas pour Secret Story, c'est un son que tu fais comme ça? Même pas. Après, tu as le contact avec Secret Story et tu leur dis... Non, j'ai le contact de TF1, qui m'avait signé à l'époque chez Universal, donc on a toujours gardé contact. Ok. Lui, ensuite, il a pris ses galons et il s'est retrouvé directeur de Une Musique, donc du label musical de TF1. Ok. Et du coup, je finis ce morceau, en fait, et puis je lui propose. Donc à la base, ce n'est qu'un single. C'est juste un single. Ouais. Il kiffe, il prend le single, il dit on va le sortir, et puis à un moment donné il me dit non, finalement on va pas le sortir parce que ce que je vois qui serait même mieux pour ce track là, c'est là on a racheté le loft de chez M6 qui va devenir Secret Story, et on aimerait exploiter ce track là sur Secret Story. Donc ça veut dire là en off, à tout moment tu peux nous faire écouter la vraie version du morceau de... Même la dernière, si tu veux. Ah ouais? Bah oui. Ou c'est toi qui chantes et tout? Bah oui. Ah ouais, j'ai d'accord. toutes mes bandes, frère. D'accord. Et de là, du coup, financièrement, ça doit trop de... Est-ce que sans savoir les chiffres, ça te rapporte plus qu'un album complet qui a bien marché, le générique de Secret Story? Largement. Ouais. Un générique. Ouais. Plus qu'un album. C'est une rente par année. Il a duré 11 ans, le générique. Et il continue. Donc c'est comme si tu avais fait 11 albums qui ont marché. 11 albums qui marchent à chaque fois. Qui ont marché, ouais. Wow. Donc c'est ta plus grosse rentrée d'argent? Entre la SACEM... Oui, la plus grosse, ouais. Wow. Ah ouais. Entre la SACEM, entre tout mélangé, les droits de prod, tout ça, sur le son. Ah ouais. C'était une belle rente, ouais. D'accord. Ça te fait sortir d'une dépression, ça, non?
Ouais, grave, ouais, ça te fait sortir d'une dépression. Mais tout ça sans que personne ne le sache à l'époque. Ouais, ben c'est vrai. C'est vrai. Tu Moi, vois, tu sans me dis ça, fame, sans fame, sans rien. C'est vrai qu'on l'a su tard que c'est toi qui l'as fait. Parce tout- que à t'as un fait moment le donné, générique. parce qu'à un moment donné, quand Positif est revenu, Ouais. les médias m'ont rappelé, je me suis retrouvé sur des plateaux télé. Et à un moment donné, on m'en parle, donc ça sort. C'est vrai. Tu vois, c'est tout. Et du coup, Positif. On revient sur ce single qui est dans l'album Racine. Racine, qui est juste 2012. après Papa et Bac, ouais. Voilà. C'est P-Square, c'est le morceau de P-Square à la base. C'est le morceau de Piscoire, bien sûr. Donc c'est une reprise. Totalement. Un cover, ouais. Voilà, même un cover. Donc tu leur demandes le droit avant ou tu le fais et tu leur proposes après? Je le fais et je le mets sur YouTube. Je demande rien du Tu tout. demandes rien du tout. Non, c'est un cover. Je demande, Ok. je demande rien du tout. Et un jour, je reçois je reçois un coup de fil d'une pote à moi, Camille, Ouais. qui était pote avec eux. Et elle me dit, Camille, elle m'appelle, mais elle me dit, mais t'as pas vu, il y a Peter de P-Square qui t'a ajouté sur Twitter, il veut te parler, ajoute-le. Je dis, Ah ouais. il dit, ah ouais. Et donc je rajoute Peter, on commence à discuter, tout ça. Ouah, ton track il est mortel, faut qu'on le clip. Nous on arrive, on a un concert là, telle date, machin. Organise le clip, patati patata. Bon. Je dis bah ok man, tu vois. Ah, c'est ouf. Donc je prends une session, ils arrivent pour leur concert. 2 jours avant leur concert, je prends une session de studio, donc ils reposent leur partie. Ouais. Moi j'avais déjà posé les miens dans mon studio en fait, tu vois. Et puis ensuite, le soir, on a été fêter ça en club. Le lendemain, on a tourné le clip. Ouais. Et le surlendemain, ils avaient leur concert. D'accord. Et au niveau des... Et c'est Kojo hein, qui a eu l'idée. C'est Kojo? C'est Kojo qui est venu... Non, il n'a pas eu l'idée de ce titre-là en particulier. Mais c'est Kojo, parce que Kojo, on a toujours été en bonne connexion avec Kojo, même Blaise, de toute façon. Ouais. Mais il était venu à la maison un jour avec un de ses artistes et tout, et il disait, ouais, le jour où quelqu'un va trouver le système pour faire un son nigérien en France, là, ça... il n'y avait pas de Naija en France à cette époque-là. Le premier son Naija qu'il y a eu, c'est Positif. Positif, ok. C'est vrai. Avant, c'était coupé décalé, des trucs comme ça, tu vois. Mais Naija. Premier son Naija, c'est Positif. Et comment ça se passe au niveau des droits, alors, quand tu fais une cover comme ça? C'est compliqué à expliquer dans un sens où, en fait, tu as 2 façons de fonctionner. La première façon de fonctionner, il y avait les droits du producteur, donc de Jude et P-Square. Ouais. Je leur ai tout donné. Ok. J'ai rien gardé. Toutes les royalties ont été données à P-Square et Jude. Ok. Ok. Ensuite, il y a la partie SACEM. Ouais. Ils n'étaient pas à la SACEM. Ils n'étaient pas à la SACEM. Ils n'étaient pas à la SACEM. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai inscrits à la SACEM. Et je suis éditeur de 5 titres de P-Square, dont Positif. J'ai Personali, dans mon catalogue, j'ai Personali. Mais bon, quand je les ai inscrits à la SACEM, faut que tu saches que tu avais plein d'argent qui dormait chez eux. Oui. Donc, ils ont dû recevoir, je sais pas quoi, un gros chèque. Ouais, tu vois. ouais. Parce que Personally, ça tournait bien. Donc, et on s'est pris la tête, hein, parce que c'est pour avoir les contrats remplis, c'est des potes à lui qui venaient, footballeurs ou je sais pas trop, qui venaient me donner ça à ma juriste. Enfin bref, C'est compliqué. Bah, ils sont loin, donc à un moment donné, il faut. Mais on a réussi, et donc j'ai pu éditer 5 titres de P-Square sur mon catalogue éditorial. Ouais. Donc cet album-là, C'était une belle aventure. Ouais. Du coup, il y a Autoprod toujours, hein, indépendant. Autoprod. Et il y a Happy Birthday aussi sur cet album-là. Ouais, exactement. Ouais. Alors celui-là, moi j'ai des enfants. Chaque année, je me le tape. Tu dois pas être le seul. Ça, c'est... Effectivement, fallait y penser. De faire un morceau sur un anniversaire parce qu'on avait toujours les mêmes depuis des années. C'est comme les vieilles cantines et tout. Comment l'idée elle vient comme ça? Tu te dis, tiens... J'avais déjà l'idée, en fait, mais j'avais pas le son. D'accord. C'était... et comme on était sur la dynamique afro-caribéenne, fallait instantanément que ça reste afro-caribéen. Donc, avec mon DJ qui était là, je dis, vas-y, passe-moi des sons un peu afro qu'on écoutait aux Antilles, nous, tu vois. Parce que tout n'arrivait pas aux Antilles. Il y avait beaucoup de musique congolaise qui arrivait aux Antilles, mais tout n'arrivait pas aux Antilles, tu vois. Okay. Et là, je crois qu'à un moment donné, il tombe sur Oliver Ngoma.
Pas sur Bané, hein, c'est sur un autre. Je crois que c'est Monique Keita qui chantait ce son-là, ou je sais plus. Faudrait que je regarde en fait. Mais je crois que c'est Oliver Ngoma qui a composé pour Monique Seka. Je sais plus trop. Mais bref, je tombe sur le sample et je lui dis c'est celui-là quoi. Tu savais. C'était ce sample-là que je voulais, donc il a sorti le MP3, je l'ai mis dans mon Pro Tools. J'ai commencé à travailler le sample, Non, c'est fort parce que. Mais je savais qu'il fallait que je trouve un truc Happy Birthday, il fallait que je trouve un truc afro-caribéen. Non, mais c'est fort parce que justement, c'est pas. Tu sais, des fois, on va chanter, ça fait un peu kitsch et tout. Mais ce morceau-là, l'anniversaire d'un mec de 60 ans ou d'un enfant de 3 ans, on peut le passer. Après, je pensais pas du tout que ça allait durer autant de temps et que ça allait passer encore dans les anniversaires aujourd'hui. Hein. Ouais. Je pensais pas du tout. C'est quand tu fais un truc, t'as une idée. T'as une idée, mais tu veux pas. Mais tu sais pas vraiment là où l'idée va t'amener. Voilà, donc maintenant je suis super content parce qu'effectivement c'est un track qui a plus de 10 ans et qui continue à tourner. Il tournera encore c'est longtemps, magnifique ça en fait. Ouais, non, mais ça c'est. Et après cet album-là, donc il a bien marché, donc cet album-là. Oui, il a bien marché. Surtout positif. Ouais. Tu sors un autre album en 2015. Libra, ouais. Libra. Qui est le dernier. Ouais. Et celui-là, il est encore dans un autre style. Je suis revenu au R&B. T'es venu au R&B. Ouais. Et puis ça, c'est sur cet album-là où justement je me suis permis d'appeler comme il n'y avait pas eu de feat R&B vraiment. Donc j'ai fait un track qui s'appelle Porte mon gosse où on se retrouve avec Willy Denzé, Monsieur Nov, on est plusieurs sur un titre qui dure 10 minutes en fait. D'accord. Ça aussi, ça n'avait pas été fait en France. C'est vrai que dans le R&B, on en parlait en off, il n'y avait pas eu trop de mélange. Il n'y avait pas eu trop de mélange à l'époque. Pourquoi tu penses Ben, on n'avait pas la même culture, pas la même culture, la façon de voir que le rap. D'accord. Le rap, c'était très mélangé, il faisait des feats à droite, à gauche, machin. Nous, le R&B, il est arrivé, on était tout neuf, donc on n'était pas encore... on n'avait pas le vécu de Rapatitude qui est sorti en, je sais pas, 89 ou 88, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, ou 90, mais on n'avait pas cette histoire au niveau du R&B. Donc on se regardait tous un peu comme ça, tu vois, c'est qui le prochain, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment eu de collab, quoi. Tu vois, moi, j'ai grandi, niveau R&B français, c'est du Hachim, du Karine, du Triple Jam, tu vois, moi, même Poetic Lover, parce que j'étais pas encore là à l'époque de Poetic Lover, tu vois. Donc, mais on se regardait tous comme ça, quoi. Moi, tu es obligé de te parler aussi de quelque chose. Tu vas nous expliquer. Hop. Tu vas nous expliquer. Il y a une vidéo, moi, je l'avais vue, bon, elle date un peu maintenant, où tu es face caméra, ton téléphone, je pense, à cette fille, en train de pleurer, mais... en train de pleurer, mais je me suis dit, ah ouais, il est vraiment triste, quoi, parce que est en train d'écouter un morceau derrière. Et là, le lendemain, tout le monde parle que de ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? En fait, c'est Erwan, un artiste qui voulait me faire un cadeau, qui voulait m'offrir un titre pour que je le chante, en fait. Ouais. Mais comme moi, j'avais arrêté, je lui ai dit, Erwan, chante-le à la troisième personne, fais ce que tu veux, mais toi, performe-le, en fait, tu vois. Ça serait mieux, quoi, je trouve, tu vois. Ouais. Et puis je me suis mis à chialer devant la caméra et à baver avec une bave de ouf. Et puis ça a fait buzzer le titre. Ça a fait buzzer le titre, tout simplement. Et ça lui permet maintenant de tourner et tout ça. Je suis content pour lui, tu vois. C'était fait exprès? Fait exprès, oui. Fait exprès, oui. Parce que, tu vois, à l'époque, je connaissais pas les réseaux sociaux. Ouais. Maintenant, je sais très bien comment les réseaux sociaux ils fonctionnent. D'accord. Tu vois. T'as utilisé... Donc, tu vois, c'est OK. Les hommes, ils pleurent, mais en général, ils se cachent pour pleurer. Tu vois, ouais. En général, tu vois. En général, ils se cachent pour pleurer. Donc, non, même si j'aurais voulu faire une vidéo où j'étais un peu triste, j'aurais pas lâché la grosse morve sur le truc, quoi. Non, donc, ouais, c'était un minimum calculé quand même. D'accord. Bon, c'est bon, comme ça, au moins, tout est au clair. Ouais, tout est au clair. Ouais. J'étais pas malheureux, t'inquiète. Moi, je te connaissais pas à cette époque, mais sinon, je te rappelle, j'avais dit, Matt, ça va? Ouais. Stevie, il a essayé de me joindre, Stevie de Music Feelings, mais il m'a pas eu, parce que je dormais sûrement, tu vois.
J'avais la Guadeloupe qui m'appelait. Tout le monde, bah oui. C'était Les gens qui te kiffent. quand je me réveille, mon téléphone, il est waouh, tout ça, machin. Bon, après, tu rassures tout le monde, tu vois, mais je pensais pas que ça allait. Bon, je pensais que ça allait faire un peu de bruit, mais bon, pas tout ça, tu vois. Donc, t'en apprends toujours avec les réseaux. Ok. T'en apprends toujours. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, alors? Bah écoute, je suis toujours en studio, donc là, je suis sur une pub. Ouais. Pour pas TF1 exactement, mais une espèce d'alliance avec un autre truc, un autre label, quoi, un autre truc de pub. Ok. Donc je continue moi à faire des pubs, à faire des titres pour des artistes. Je continue le studio. Moi, je suis un rat de laboratoire, tu vois. Toi, t'as besoin de personne. Non, je fais tout seul. Si j'ai envie de m'éclater, si j'ai envie de sortir un album, je le sors. Bah oui, il y aura pas d'album de. J'ai une vingtaine ou une trentaine de tracks qui sont finis, full mixés, tout ça. Je les sors pas parce que j'ai pas envie de sortir d'album. Non, moi, je sens que tu vas sortir un album. Non. Ça fait, c'est 2015, ça fait bientôt 10 ans. Ah ouais. Ouais, tu crois que j'aurais attendu autant de temps? Non, là, je suis bien comme ça. T'es bien. Je laisse de beaux souvenirs derrière moi et ça me plaît comme ça. Après, ça peut pas m'empêcher de faire des feats avec des artistes que je kiffe. Là, je viens de faire un feat avec Koulou Genja et Lady Sweetie. Ouais. Pour les Antilles, tu vois. Donc, ouais, je continue à collab quand je peux collab. J'ai fait collab avec Erwan aussi, dont je te parle, j'ai collab avec lui. Et donc, ou même pour des prods ou pour des trucs, je continue, tu vois. Et puis après, c'est beaucoup de shows, des festivals, des clubs, des trucs, on continue, ça tourne, hein. 2-3 fois par mois. Je peux pas en faire plus parce que, comme je t'ai dit, le cardio, il est plus là, tu vois. Et avec la gnôle que je m'envoie, je peux plus non plus tenir 1h30 sur scène. Mais sinon, non, ça va, c'est 30 minutes de hit, tu vois. Je pense que les gens ils doivent être bien contents quand ouais, c'est des soirées old school, c'est vraiment un thème old school, donc les gens ils kiffent, quoi. Matt, pour moi, c'est un super moment. Moi aussi, plaisir partagé, c'était cool. Bon enfant. Ah ouais. Donc, comme tu connais l'émission Autour d'un verre, quel est pour toi le vers, la citation, le proverbe que tu as en tête à chaque fois, qui t'anime ou qui te guide dans ta vie? Aucun. Je suis désolé, j'ai beau réfléchir, aucun. T'as plein de trucs en fait qui puis tu sais, bon, pas avoir réponse à tout, hein. On peut pas avoir réponse à tout. Matt, c'est l'homme des premières, toujours. Bon. En tout cas, c'était cool. En tout cas, franchement, c'était cool. Merci à toi. Merci beaucoup. Respect. Bonne continuation et moi, j'ai kiffé. Petit casa au milieu du 9-7, un Guada, Sainte-Anne. On est chaque shit. Merci à tous et on se revoit bientôt pour un prochain épisode d'Autour d'un verre.